parler vite fait de j'essaie de résumer mon parcours, comme ça, vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est important aujourd'hui pour moi de faire ça. En fait, tout est parti d'un rêve que je voulais réaliser. En fait, moi, je voulais être enseignante à l'université. Et on m'a fait comprendre que ça va être compliqué, que ça va être difficile et que, en gros, je dois arrêter de rêver, en fait. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai arrêté d'en parler aux autres. Et heureusement que j'ai écouté, en fait, il y avait une voix, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui me répétait, si tu as vraiment envie, c'est possible. Et heureusement que j'ai écouté, en fait, cette voix qui répète. Et moi, j'avais vraiment envie, en fait, parce que c'était une obsession chez moi d'enseigner. En fait, j'enseignais tout le temps à des étudiants imaginaires. Donc, je disais, j'ai jamais été seule dans ma chambre. J'étais tout le temps en train d'enseigner. Mais c'est ce qu'on dit, hein, c'est que quand tu le penses avec ton cerveau, tu l'imagines, c'est comme si ton cerveau ne fait pas la différence. Donc, comme c'est exactement. Déjà, tu incarnais ce personnage d'enseignant dans tes rêves. Donc, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne rêvent pas leur vie, hein, qui vivent leur... ils rêvent leur vie, mais ils ne vivent pas leur rêve, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu vis ton rêve, en fait. Tu l'as accompli et je t'en félicite, en tout cas. Merci. Et du coup, oui, je disais, j'enseignais tout le temps. Et comme tu as dit, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on est en train d'imaginer. Et du coup, il pense que c'est vrai, ça. Et quand je suis allée à l'université, donc tu me posais la question, j'ai fait mes études en Tunisie. Et à ce moment-là, j'étais dans une école de kiné parce que je voulais être kiné et enseignante. Et quand je suis allée à la fac, dès que je vois un amphithéâtre libre, j'y vais et je donnais un cours à des étudiants imaginaires. En fait, et avec le recul, je me dis, mais j'étais folle parce que j'étais capable de parler pendant 1 heure à des gens qui n'existaient pas, qui n'existaient que dans ma tête, mais moi, je les voyais, tu vois. Et je ne racontais pas n'importe quoi, en fait. J'apprenais mes cours de la veille par cœur et je donnais un vrai cours, en fait. J'étais en train de parler, je répondais à des questions et tout. Et je faisais ça pendant toute la période où j'étais à l'université. Donc, tu le faisais à voix haute, quoi. Ah oui, à voix haute. Et je répondais à des questions et j'écrivais sur le tableau. Et chaque fois, je me dis, si quelqu'un rentre dans la salle, ils vont m'emmener directement en hôpital psychiatrique. Hein, parce que même quand je pense aujourd'hui, je me dis... Mais je vais te dire que honnêtement, c'est la meilleure des façons pour s'exercer aussi. Donc, oui, c'est ça. Je me suis entraînée comme ça finalement parce que j'ai jamais eu l'occasion de m'entraîner parce que après, dès que j'ai eu le poste, on m'a dit directement d'enseigner. Donc, j'ai pas eu d'autres occasions. C'était l'occasion aussi. Tu as appris toute seule en fait. Voilà, autodidacte. Exactement. Et voilà. Donc, et j'ai jamais raconté ça aux gens en fait parce qu'ils vont dire elle est folle. Donc, du coup, je faisais ça toute seule. Et qu'est-ce qui t'a la prise de conscience par rapport à ça de l'enseignante et tu as pratiqué l'enseignement pendant combien d'années? Là, ça fait 6 ans en fait que j'enseigne. Ça fait 6 ans. Ok. Ouais. Et du coup, quand j'ai expliqué ça à mes profs que je voulais enseigner, on m'a dit pour être enseignante, tu dois être la majeure de ta promo en fait. Pour augmenter tes chances pour accéder à un poste d'enseignante. Et moi, je me suis dit, OK, majeure de promo, je vais être la majeure de promo. Et du coup, j'étais la majeure de promo pendant toutes mes années d'études à l'université. Mais malheureusement, à la fin, je n'ai pas eu le poste qu'on m'a promis, en fait. On m'a dit non, parce que tu as porté un foulard. À ce moment-là, c'était comme ça. Non, c'était non. Donc, voilà. Il n'y avait pas de discussion. Donc, je me suis dit, OK, et du coup, je n'ai pas laissé tomber. C'est là où je suis partie en France. Et donc, je suis arrivée en France à l'âge de 25 ans. Et il y avait beaucoup d'autres obstacles. En fait, c'était encore plus compliqué. Mais pareil, en fait. La langue, tu parlais la langue? Voilà, il y avait le problème de la langue parce que je ne maîtrisais pas super bien le français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, c'était très moyen par rapport à mon objectif. Et du coup, j'ai passé 1 année juste à améliorer mon niveau de français et me préparer à un concours. Donc, quand j'ai passé le concours, après 1 année quand même de beaucoup de travail, il y a un membre du jury qui m'a éliminée complètement du concours, comme ça, pour la même raison. Mais il a écrit sur son rapport, elle est incapable de poursuivre cette formation. Et quand il a dit ça, je me suis dit, ça m'a donné de l'énergie en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour que ce soit pas long, mais à la fin, j'ai réussi à aller dans cet établissement. Et j'ai tellement travaillé dur, en fait, j'ai fait 2 ans de master que j'ai eu la meilleure note dans ma soutenance. Et quelques jours après, on m'a appelé pour me proposer un poste à l'université, alors que je n'ai même pas postulé à la fin. Et je disais que mes étudiants imaginaires, en fait, sont devenus de vrais étudiants à la fin. Et je me suis dit, c'est fascinant parce que mon imagination, elle s'est concrétisée dans la matière.
Et quelques années plus tard, je suis devenue la collègue de ce prof qui a dit que je suis incapable, en fait. Excellent. Donc, là, c'est vraiment donner une belle leçon de vie, de persévérance et de croyances limitantes à cette personne-là qui t'a cru incapable. Et je te félicite d'avoir remonté ça parce qu'il a fallu vraiment beaucoup de courage. Voilà, merci. Du coup, je pense que tu comprends pourquoi c'est important pour moi de passer des messages aux enfants. Mais surtout qu'au-delà, arrivé en France, il y avait déjà la barrière de la langue, certainement la barrière du regard des autres, parce que culturelle, la différence. Oui, la culturelle. Donc, c'est vraiment... il fallait vraiment faire face à tout ça et je te félicite parce que, vous savez, mesdames et messieurs qui nous écoutez ici, je découvre cette histoire en même temps que vous et je trouve ça vraiment génial. J'ai parcouru un petit peu, mais je ne savais pas autant de détails en fait et waouh, je te dis waouh. Je t'ai raconté le 20%, sinon ça va être long. Je ne t'ai pas raconté toutes les galères en fait. Ah non, mais voilà. Et du coup, j'ai eu franchement plusieurs prises de conscience en fait quand j'ai regardé avec le recul de mon parcours. Du coup, je vais partager les 4 en fait que j'ai envie de partager ce soir. En fait, les messages en fait que j'ai envie de passer aux enfants. Je me suis dit, si je vois un enfant, j'ai tellement envie de leur regarder dans les yeux, de leur passer ces messages-là. Mais comme je ne peux pas le faire, en fait, à chaque enfant, c'est pour ça que j'ai écrit des histoires, en espérant que ça va faire le même effet, en fait. C'est comme si je leur parle, en fait, et je leur dis ça. Du coup, le premier message que je voulais passer, en fait, si quelqu'un te dit que c'est impossible, il parle de ses propres limites, en fait. Il faut pas écouter ça. Il parle de ses propres limites, en fait. C'est parce que si tu as un rêve ou une vision, ça veut dire que tu as en toi toutes les ressources pour aller jusqu'au bout de ce rêve et pour concrétiser cette vision, en fait. Tu as tout. Et il n'y a pas besoin que tout le monde croie à notre vision parce que tout simplement, ce n'est pas la leur, en fait. C'est ta vision. Et si tu as une vision, en fait, la seule personne qui doit croire à cette vision, c'est toi. C'est tout. Ouais. Et j'ai envie de dire que cette clé, elle s'adapte aussi à l'âge adulte. Hein. Ah bah oui, à tout le monde. En fait, justement, les messages, c'est pour tout le monde, finalement. Et après, c'est vrai, pour les enfants, c'est vrai, ça les aide beaucoup. Je pense que ça enlève les croyances limitantes qu'on a eues, nous, adultes, en fait. Comme ça, ils partent déjà avec ça. Et du coup, ils sont plus limités, justement. Et moi, je disais, donc, quand tu crois à ta vision, en fait, elle devient tellement claire dans ta tête que tout le bruit à l'extérieur, en fait, tu vas plus faire attention en fait à ce bruit à l'extérieur. Parce que moi, au moment où tout le monde me disait tu vas pas y arriver, c'est compliqué, laisse tomber, etc., moi, j'étais déjà en train d'enseigner. Et les gens ne savaient pas en fait. Et ils ne comprenaient pas comment ça se fait que je continue malgré tout. Parce que pour moi, ça y est, en fait, je voyais déjà mon rêve. C'est comme si une version de moi, elle était déjà dans le futur, elle est en train d'enseigner. Et donc, quand tu fais ça, bah, personne ne peut te convaincre que c'est impossible, en fait. Personne. Et personne ne peut t'arrêter. Mais en tout cas, c'est génial parce que c'est focus sur ton objectif et c'est unstoppable. Donc là, exactement, tu es inarrêtable si tu avances parce que inarrêtable. Donc c'est un mot qu'on utilise d'une personne qu'on connaît en commun. Donc voilà, c'est ça. Fabrice, si tu nous regardes, c'est un petit clin d'œil. C'est vrai, je mets la pression là. Non, je dis si tu nous regardes, c'est un petit clin d'œil. Ah, si nous regarde, je pensais qu'il était là parce que je ne sais pas qui est là. Non, il est là. C'est qu'il est caché dans les yeux que je ne vois pas. Donc, on profite pour lui faire un petit coucou de toute façon. Ok. Et donc, ça, c'était la première clé. Tu sais nous donner la deuxième? Oui, la deuxième. Juste, en fait, par rapport à cette clé-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Faustine veut voler. Donc, c'est l'histoire d'une petite chenille qui voyait tout le temps les oiseaux, les coccinelles, les autres qui volaient et qu'elle avait envie de voler elle aussi. Et du coup, elle a raconté son rêve à ses petites copines, les autres chenilles. Mais les autres chenilles se sont moquées d'elle. On lui a dit, mais sois réaliste, tu n'as pas d'aile, comment tu vas faire, etc. Mais elle a cru à sa vision. Elle a dessiné un papillon et elle a commencé à rêver qu'elle était déjà en train de voler. Et du coup, elle est passée à l'action. Elle a travaillé dur, en fait, au moment où toutes ses copines continuent à se moquer d'elle. Voilà, je ne vais pas dire plus, mais c'est un livre qui va sortir peut-être le mois d'avril ou mai-avril. Voilà, donc tu es déjà dans un projet d'un deuxième livre, voire un troisième. Et voilà, ça, ce sera le deuxième livre qui va sortir plus tard.
Voilà, tous des beaux projets pédagogiques. Les parents Voilà, qui nous écoutaient là, franchement, après que tu nous auras donné les 4 clés, on ira visiter un petit peu le site. D'ailleurs, de toute façon, le nom du site, il circule en bannière en bas, www.bonheur-réussite.fr. Mais on ira un peu dessus après que tu nous aies cité les 4 clés du bonheur. Voilà. Alors, tu peux nous donner la deuxième ? Alors, la deuxième, pareil, avec le recul, en fait, je me suis rendu compte qu'au final, le plus important, c'est pas le rêve en lui-même, mais c'est la personne qu'on devient grâce aux différents obstacles, aux défis ou tout ce qu'on rencontre, en fait, sur notre chemin. Le plus important, en fait, finalement, c'est ça, en fait. Et c'est ce que j'ai envie aussi de dire aux enfants, que quand tu rencontres un obstacle, l'obstacle n'est pas là pour t'arrêter, en fait. Au contraire, il faut apprendre à le transformer en un tremplin et le considérer comme un cadeau, en fait, comme une opportunité. Moi, honnêtement, avec le recul, maintenant, quand je regarde en arrière, je dis merci à ce prof qui m'a dit que tu es incapable, parce que franchement, c'est grâce à lui que j'ai eu cette énergie, en fait, de me surpasser et de faire des trucs que j'aurais pas pu faire, en fait, s'il ne m'avait pas dit ça. J'ai envie de dire que c'est aussi grâce à toi, à ta force, ta persévérance. Peut-être que lui, tu as voulu montrer que tu étais une battante et que ça a été chercher au fond de toi une énergie, parce que d'autres personnes auraient pu dire, voilà, je crois, c'est parce que tu as cru en toi dès le départ et tu n'as pas voulu entendre ce qu'il avait à dire, et tu as eu raison, mais c'est d'abord toi qui a fait tout ça, en fait. Et c'est peut-être l'élément déclencheur. C'est ça, mais après, c'est vrai, les obstacles nous aident quand même. En fait, pareil, le fait qu'on m'a dit non en Tunisie, je me suis dit, c'est vrai, ça m'a aidé à partir dans d'autres pays, découvrir d'autres cultures, apprendre, maîtriser une autre langue. Donc, finalement, c'était un cadeau, en fait, tous ces obstacles. C'est pour ça, en fait, c'est ça le message, en fait, dès que tu as un obstacle, il ne faut pas dire que c'est un obstacle. Essayer de le considérer comme un cadeau, en fait. Et là, ça change tout, en fait. Une opportunité. Une opportunité. C'est vrai, sur le moment, c'est pas drôle, je confirme. Mais avec le recul, on va dire merci, en fait, à tous ces obstacles. Oui, parce que là, je vois que tu as énormément de résilience par rapport à ça, et je te félicite parce que c'est ce dont tu as besoin pour être là à faire ce que tu fais aujourd'hui, cette résilience, de rebondir à chaque fois, de transformer un échec en réussite, hein, comme un petit clin d'œil à Michel aussi, un pépin en pépite, donc d'être, allez, comment dire ça, je cherche mes mots, d'être, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. Continuer d'avancer. D'être une optimiste, pardon, voilà, d'être une optimiste. Voilà. Oui, d'être optimiste malgré tout, oui. Oui, excuse-moi, je cherchais le mot. Je calais sur le mot. Des fois, ça part comme ça. Voilà, il est revenu. Oh, voilà. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est bien. Je te rejoins là-dessus parce que je pourrais faire comme ça aussi, c'est d'apprendre à franchement comment tu transformes un pépin en pépite. C'est un clin d'œil à Michel, et d'être un optimiste d'action. Parce que là aussi, tu t'es mise en action par rapport à ça. Derrière, tu as mis ce qu'il fallait, tu as cru en toi, tu as cru en ton rêve, et voilà. Je pense que tu ne t'arrêteras pas à 2 livres, à mon avis. Non. Donc, les parents, soyez à l'écoute et soyez là à l'affût des infos. Ça va venir. C'est ça. Alors, la troisième. La troisième, peut-être pour moi, c'est la plus importante, en fait, c'est de se rendre. Moi, si j'arrive à passer ce message aussi aux enfants, ça sera vraiment génial, de se rendre compte à quel point, en fait, la vie, elle est généreuse avec les personnes qui croient en leurs rêves, qui n'abandonnent pas et qui continuent d'avoir la foi malgré tout, en fait. Parce qu'avoir la foi, c'est pas de continuer d'avancer quand tout va bien, en fait. Avoir la foi, c'est quand tout ce qui t'entoure te dit que c'est impossible, que tu continues d'avancer quand même. C'est ça, avoir la foi. Et c'est là où il se passe des miracles, en fait. Et c'est là où la vie, elle nous tend la main. Parce que quand tu t'aides, en fait, tu fais ce qu'il faut, à un certain moment, la vie nous aide. Et en fait, j'avais pas l'intention d'en parler peut-être aujourd'hui, mais ça part aussi d'un vécu. Parce que moi, à un certain moment, au Master 2, j'étais tellement fatiguée parce que je travaillais, je faisais mes études et j'étais enceinte. Et je n'avais aucune garantie que j'allais enseigner. En fait, personne ne m'a dit, si tu fais tout ça, tu vas enseigner. Personne ne m'a dit ça. Et j'étais en train de... C'est ça, en fait. Les gens me disaient, mais comment elle continue de faire tout ça?
Et à ce moment-là, j'étais en train de galérer à rédiger mon mémoire parce que par rapport à mon niveau de français. Et là, il y a un monsieur qui a surgi dans ma vie de nulle part. C'était un patient, un monsieur âgé, il avait 80 ans à peu près, et il s'appelait Marcel. Et il est venu me voir, il m'a dit, j'ai vécu, je ne sais pas si tu sais, tu connais les expériences de mort imminente. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Vas-y, développe. Voilà, expérience de mort imminente, c'est en fait, si tu regardes sur Internet, tu vas voir, il y a plein de gens qui ont vécu ça maintenant, c'est commence à être connu. C'est des gens qui, suite à un arrêt cardiaque ou une opération, ils sortent de leur corps carrément. Et oui. En fait, c'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit à un certain moment, il m'a dit, je dois vous dire quelque chose de très sérieux. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'il va me raconter, ce monsieur? Il m'a dit, il y a quelque temps, j'ai eu un arrêt cardiaque. Et je me suis retrouvée au-dessus de mon corps, je flottais au-dessus de mon corps et j'ai tout vu. J'ai vu mon corps allongé par terre, les secouristes qui essayaient de me réanimer, etc. Après, je suis retournée dans mon corps. Il m'a dit, pendant cette expérience, j'ai vu que je dois vous aider. Il me pointait comme ça avec son doigt. Je dis, OK. Et il m'a dit, je ne suis pas revenue juste comme ça, je suis revenue pour une mission. Et ma mission, c'est de vous aider. Alors que je ne le connais pas du tout, ce monsieur, en fait. C'était un patient à l'hôpital, en fait, là où je travaillais. Et surtout que la première fois, quand il m'a vu, il était content de me voir. Je me suis dit, il m'a confondu avec quelqu'un d'autre, ce monsieur, il y a un truc. Et du coup, je lui dis que tout va bien. En fait, j'étais un peu, en fait, c'était un peu perturbant, en fait, ce genre d'expérience. On ne vit pas ça tous les jours. Et un jour, il a insisté, il m'a dit, s'il vous plaît, vous devez me dire, peut-être je vais mourir et je n'aurai pas accompli ma mission. Et du coup, il m'a tellement fait de la peine, je lui dis, je vais lui faire plaisir, ce monsieur. Je vais dire que, après, c'est vrai, à ce moment-là, c'était mon seul problème, de rédiger mon mémoire. Je lui dis, est-ce que vous voulez corriger avec moi mon mémoire? Et du coup, il a travaillé dessus jour et nuit, en fait. Il a demandé à d'autres personnes de m'aider. En fait, on l'a travaillé à deux. Et je pense que c'est aussi un peu grâce à ça que les jurés, ils ont trouvé que c'était parfait. Il a même corrigé les références bibliographiques que personne ne lit, en fait, à la fin du mémoire. Tout, il a tout corrigé, en fait, ce monsieur. Voilà. Et donc, pour revenir, c'était pour vous dire, en fait, quand on avance vers notre rêve, quand on galère, et des fois, on pense qu'on est seul, mais finalement, la vie nous aide. À un certain moment, la vie, elle t'aide. J'ai envie vraiment de transmettre cette confiance, de faire confiance à la vie, en fait. Quand tu fais un effort, tu le fais pas pour rien, en fait. Tu auras de l'aide. C'est de croire à la vie, de croire en ton rêve, et plus tu avances, c'est comment dire, c'est l'univers qui t'amène ce que tu as besoin, en fait. À un certain moment, il t'aide. Justement, je me suis dit, c'est là où j'ai compris la phrase de Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton rêve. Et c'est là où cette phrase, elle a pris tout son sens, en fait.